Donc, aujourd'hui, pour nous parler de l'intégration d'une politique publique des usages responsables de l'IA, on a avec nous l'ancienne conseillère à la direction de Bromont, présidente de Public AI et nouvellement directrice des communications affaires corporatives et internationales du Cégep de Victoriaville. J'ai nommé Audrey Leboeuf. Bonjour tout le monde. Merci Simon pour la présentation. J'en profite aussi pour saluer Youssef Diouri. C'est un incontournable chez Carange Solutions aussi, avec qui on avait bien discuté, avec qui on a bien préparé aussi cette rencontre-là sous les bons soins aussi de Simon. Merci d'être là. Merci de prendre de votre temps, en fait, pour venir écouter un peu l'histoire de comment on a fait pour développer la première politique publique des usages responsables de l'IA à Bromont. C'est une première au Québec. On ne parle pas d'une directive ni d'une politique interne. On parle vraiment d'une politique publique et ça a un impact, en fait, auprès des citoyennes et des citoyens. Et la raison étant qu'on a décidé de tout de suite aller vers quelque chose comme ça, c'est parce qu'on avait déjà à l'interne un outil qui nous permettait justement d'avoir une conception de c'était quoi utiliser au quotidien, l'intelligence artificielle. Donc, on a voulu aussi encadrer en même temps les responsabilités des uns et des autres et ça prenait aussi l'encadrement vers les citoyennes et les citoyens. Donc, en ce sens, c'est pourquoi il y a peut-être quelqu'un qui a oublié de fermer son micro. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà, donc c'est la raison pour laquelle on est allé vers une politique publique. C'est effectivement pour amener les citoyennes et les citoyens avec nous dans la réflexion et dans la boucle. Donc, sans plus tarder, on va vous présenter un peu ce dont quoi on va discuter aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte et la compréhension du développement de cet outil-là à l'intérieur de la municipalité. Je vais vous dire aussi pourquoi est-ce qu'on a adopté une politique publique de l'IA responsable. Je vais vous parler aussi des quels outils ont été créés et utilisés pour l'implanter. On va aborder un petit peu la notion de la portée légale en même temps et on va vous présenter le mix qui a été fait. Par la suite, on va vous parler un peu plus de gouvernance transversale parce que vous savez, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui doit être porté par toutes et par tous pour s'assurer d'une bonne intégration, déploiement, adoption. Donc, je vais vous en parler un peu plus. Vous allez voir que c'est à l'intérieur même de notre conceptualisation de la gouvernance et on va se faire un petit récap sympathique et nous aurons même du temps pour vos questions, très certainement. Donc, ne soyez pas gênés. Prenez des notes au fur et à mesure de la présentation et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais je n'ai pas la réponse, ben nous pourrons partir à la pêche et je vous reviendrai dans le meilleur des temps pour pouvoir y répondre. C'est parti. Donc, grosso modo, comment tout ça a débuté? Eh bien, c'était en premier lieu par une initiative du conseil municipal qui souhaitait effectivement adopter, avoir des outils, pouvoir utiliser finalement l'intelligence artificielle avec les citoyennes et les citoyens pour pouvoir améliorer et optimiser les services. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est toute une équipe qui a mis la main à la pâte et je suis vraiment très, très fière de ces deux collaborateurs incontournables-là, où est-ce que vous avez Martin à gauche qui était OTI et Marie-Pierre qui était donc maître terrien qui était donc à ma droite pour pouvoir réaliser ce beau projet-là. Donc, c'est un projet qui a été placé sous ma responsabilité puisqu'il devait être transversal et la petite innovation à travers tout ça, si on peut passer la slide, la diapositive, c'est justement d'avoir, par résolution du conseil municipal en septembre 2025, attribué une ressource interne pour pouvoir déployer l'outil, la politique et finalement former une gouvernance autour de tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un projet qui date d'hier, c'est un projet qui est vraiment réfléchi depuis longue date et puis jusqu'à temps qu'il arrive sur mon bureau et qu'en octobre 2025, en fait, on puisse commencer à le développer, à l'étoffer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps aussi, on était déjà en discussion avec Carange Solutions pour implanter l'outil. Et probablement que l'endroit où est-ce que on a été le plus innovant, c'était justement d'aller adopter cet outil-là pour rendre tangible euh, l'intelligence artificielle tant à l'interne que même vers l'extérieur. Donc, c'était vraiment important à ce niveau-là de pouvoir s'asseoir ensemble, de pouvoir manipuler l'outil au-delà de juste avoir des versions qui étaient accessibles gratuitement parce que vous savez que quand vous faites affaire avec des versions qui sont gratuites, vous n'êtes pas nécessairement encadré
au niveau de la protection des renseignements personnels et d'autres inquiétudes à ce niveau-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit à un moment donné à la ville de Bromont, bon, là, on va s'encadrer. Il y avait toutes les notions de DeepSeek et tout ça qui commençaient aussi à émerger. On s'est dit, on veut protéger les renseignements personnels des citoyennes et des citoyens. Donc, en ce sens, on s'est dit qu'on allait se doter de cet outil-là et qu'on allait bâtir l'avion en plein vol concernant le cadre de gouvernance. Donc, finalement, au bout du compte, on est arrivé en novembre 2025 en formant un comité qui était que je vais vous présenter un peu plus tard, un comité transversal qui a pu bonifier le projet jusqu'à l'arrivée finalement de la validation de la politique par l'Union des municipalités du Québec en décembre 2025. Ça correspondait aussi en même temps à la publication du décret du MCN, du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, sur l'adoption de l'intelligence artificielle. Évidemment, ce décret-là, je vous le dis tout de suite, ne visait pas les municipalités, mais bon, quand on a un outil qui est déjà en place et qu'on peut déjà commencer à aller voir un peu plus au-delà et devant, eh bien, la ville de Bromont a procédé et s'est donc inspirée de ce décret-là pour pouvoir finalement implanter l'outil et son modèle de gouvernance à l'intérieur de la municipalité, malgré le fait que c'était pas une obligation. Mais aujourd'hui, ça fait un peu le bonheur des uns et des autres parce qu'on est capable de s'encadrer pour mieux adopter l'outil. On peut suivre la prochaine slide. Donc, notre défi, c'était finalement comment encadrer les usages de l'intelligence artificielle de manière responsable, durable et éthique dans notre quotidien. Donc, grosso modo, quand on a commencé avec tout le monde utilisait un peu son propre outil d'IA. Il y en avait qui étaient sur ChatGPT, d'autres qui étaient sur des Canva de ce monde à essayer de faire différentes manipulations. Il y avait finalement aussi toutes les Claude, les Gemini de ce monde, etc. Bref, il y avait plusieurs outils qui étaient à disposition. Ça, c'était les usages. Mais nous, à la ville, ce qu'on devait se préoccuper, c'était comment on s'encadrait. C'était quoi notre carré de sable autour de tout ça. Donc, pour ce faire, prochaine slide, on s'est dit, ben, on va créer une politique publique de l'IA dans laquelle on va implémenter le cadre de gouvernance. Donc, ça va comme suit. Ce qui était incontournable au niveau de notre politique, ce dont elle devait discuter absolument, c'est de répondre aux normes gouvernementales en offrant un encadrement légal et sécuritaire. Vous le savez probablement plus que moi encore pour certains, les encadrements légaux ne sont pas complètement arrêtés à l'heure actuelle. On va de décret en décret et on est vraiment un petit peu plus au compte-gouttes à ce niveau-là. Mais il y a des choses qui existent. Il y a quand même des choses qui existent. Sauf que c'est pas encore un cadre réglementaire qui est bien cadenassé. On continue d'évoluer avec les usages, donc on cadenasse pas tout, on demeure agile à travers tout ça, mais nous, on devait quand même avoir une base d'encadrement au niveau légal et sécuritaire, notamment avec l'approche des citoyennes et des citoyens. On voulait aussi créer une gouvernance de l'intelligence artificielle. Bon, ça mange quoi en hiver, la gouvernance de l'intelligence artificielle? Ça va être comment est-ce qu'on gère l'IA au quotidien? Comment on l'utilise? Comment on se protège de l'IA? Comment est-ce qu'on la rend plus sécuritaire? Comment on forme nos employés? Qui va être sur les comités décisionnels? Comment est-ce qu'on va allier la loi sur la protection des renseignements personnels tout autant que la loi sur la loi 25 à ce niveau-là. Bref, toute la gouvernance de l'IA, comment on la gère au fur et à mesure au quotidien devait être quelque chose qui devait être implémenté dans la politique publique. Aussi, on avait toute la notion d'intégrer une gestion des risques par le développement d'un cycle de vie propre aux données incorporées dans l'intelligence artificielle. Et ça, on en a pas mal parlé avec Simon. Et Carange, ils ont été vraiment super aidants à ce niveau-là. Vous le savez, ou peut-être vous le saviez pas. Notre donnée, lorsqu'on l'encode dans le système d'intelligence artificielle, eh bien, à un moment donné, elle va se balader chez nos voisins du Sud. Là, je sais que vous allez avoir un grand holà, mais c'est quand même la réalité. Et nous, à un certain moment donné, ben, on peut être en tant que ville un peu mal à l'aise avec ce genre de choses-là. C'est pas toutes les citoyennes et les citoyens qui ont envie de voir leurs données, leurs renseignements personnels, aller se prendre des vacances chez nos voisins du Sud un certain temps pour enfin terminer dans une zone d'hébergement. À la ville de Bromont, on a essayé le plus possible de restreindre et d'encrypter les données, les protéger pour qu'elles passent le moins de temps possible chez nos voisins du Sud. Parce que vous le savez, lorsqu'elles sont chez nos voisins du Sud,
eux, ils ont adopté ce qu'on appelle le Cloud Act. Et le Cloud Act, ça fait quoi, ça, dans la vie? Ça fait en sorte qu'ils peuvent aller ouvrir la boîte du cadeau, aller regarder ce qu'il y a dedans, la refermer, puis nous l'archiper. Grosso modo, ça ressemble à ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est éviter le plus possible qu'ils soient en capacité d'ouvrir la boîte de cadeaux. On peut encrypter les données, mais à un certain temps, ça passe quand même de l'autre côté du territoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet enjeu-là? C'est la raison pour laquelle la politique publique devait étudier et avoir un cheminement pour pouvoir suivre par où passent les données des citoyennes et des citoyens. Et on considère dans cette politique-là, et je vous le recommande d'ailleurs, de faire en sorte que vos données elle soit un vrai patrimoine numérique. Un patrimoine numérique, c'est quelque chose qu'on protège au même titre qu'un patrimoine bâti. C'est juste que là, on est sur des données qui sont en ligne, mais ce sont les données des gens. Donc, on doit, nous, en tant que municipalité, en tous les cas, les traiter et bien les protéger. C'est la raison pour laquelle on doit mettre en place ce cheminement-là et connaître par où passent les données. À la ville de Bromont, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle passe pas tant de temps de l'autre côté des frontières, mais de l'autre côté, elles arrivent en fin de course et ça, on remercie énormément Carange Solutions d'avoir été clairvoyant à ce niveau-là. Elles finissent par être hébergées au Québec, donc dans des processeurs qui sont à Bois-Noir. À Bois-Noir. Merci beaucoup, Simon. Donc, voilà. Donc, toute cette notion-là, ben, ça fait partie des protections de la vie privée et à la fois d'avoir des dispositifs aussi de sécurité robustes pour que si jamais il y a des enjeux, des brèches de sécurité informatique, par exemple, qui sont générés par les systèmes d'intelligence artificielle, eh bien qu'on puisse avoir des procédures de contrôle technique pour pouvoir les traiter aussi à l'interne. Vous allez voir, on a des petits noms un peu particuliers à la ville de Bromont. On a aimé ça, les jeux de mots et les mots de jeu à ce niveau-là, mais on est capable de bien les identifier, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. On a voulu aussi instaurer une culture de veille puis d'amélioration continue. Adopter de l'intelligence artificielle, ça se fait en premier lieu par les équipes, pour les équipes. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans la politique, on a voulu mettre la question de former les équipes pour s'assurer que, en premier lieu, l'usager, l'agent municipal soit en capacité de bien traiter les notions de sécurité et de faire de bonnes requêtes aussi. Donc, réaliser une requête ou ce qu'on appelle communément un prompt, c'est pas donné à tout le monde. Il y a de la technique pour pouvoir le faire et les techniques sont pas là pour juste savoir comment faire, mais elles sont là aussi pour pouvoir baliser un peu les notions d'hallucination qui peut survenir aussi par l'intelligence artificielle. Fait que plus vous avez une bonne requête à la base et mieux et plus vous allez vous réduire le risque d'hallucination ou encore d'erreurs générées par l'intelligence artificielle. Et puis, ben, on est à la ville de Bromont et on aime beaucoup l'environnement. En ce sens, on a voulu aussi inculquer la notion de durabilité dans nos usages. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, je pense qu'on est-tu un peu plus loin? Il n'y avait pas une petite slide avant ça? Non, c'était les... Excellent. OK. Fait que, ben, dans le fond, je vais vous parler un petit peu plus en détail de nos dispositifs de sécurité au niveau de la politique. Le premier dispositif de sécurité, et c'est aussi un élément qui va favoriser l'adoption de l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'intérieur des municipalités, c'est la supervision humaine d'abord. Donc, nous, on perçoit à la ville de Bromont l'outil d'IA comme un aide à la décision et non pas comme un remplaçant. Ce qui fait en sorte que l'humain demeure à la barre des décisions. Il est toujours présent pour pouvoir effectivement valider les résultats, relire, évaluer, puis finalement ajuster au fur et à mesure le travail qui est fourni par l'intelligence artificielle. Et on le dit bien clairement dans la politique, on ne peut jamais accepter un résultat automatisé sans la vérification humaine. Il y a des systèmes d'IA qui ne requièrent pas nécessairement la vérification humaine. Ça s'appelle des systèmes d'intelligence artificielle agentiques. Donc, pour ces systèmes-là, effectivement, nous, à la Ville de Bromont, on a fait le choix pour l'instant de les laisser de côté et de pouvoir déjà commencer par s'habituer à l'outil en demeurant à la barre des décisions et d'avoir une supervision humaine en tout temps. Le deuxième dispositif qu'on a mis en place, c'est la dépersonnalisation.
Bromont est une ville d'environ 13 000 habitantes et habitants, ce qui fait en sorte qu'on a des moyens qui sont proportionnels à la grosseur de notre population. En d'autres mots, on aurait souhaité avoir un dispositif d'anonymisation, mais c'était beaucoup trop demandant pour les équipes à l'interne. Mais si vous allez lire un peu plus dans la loi convenablement, vous allez voir que le fait de dépersonnaliser vos requêtes, donc au lieu, par exemple, de marquer Madame Dupont a besoin d'un ponceau à l'adresse tatata, ça serait Madame X a besoin d'un ponceau pour le secteur tatata. Donc, voilà, on a toute cette notion-là de dépersonnalisation. Mais je pense que du côté de Carange Solutions, ils ont aussi une autre solution vis-à-vis de ça qui s'en vient. Oui, justement. On va pouvoir faire une petite démo après la présentation d'Audrey, si jamais il y en a qui sont intéressés. On a intégré cet outil-là directement dans Munia. Donc, dans le cas où vous oublieriez ou que vous le feriez juste pas, la plateforme sera en mesure de le faire pour vous, à l'aide, encore une fois, de l'intelligence artificielle, mais d'une intelligence artificielle hébergée sur nos serveurs. Donc, avant que le prompt kit ou les documents que vous avez inclus soit partis aux États-Unis pour faire de l'inférence, nous, on les dépersonnalise, puis on les réidentifie une fois que c'est revenu. Donc, je ferai une petite démo par après, ça va être plus simple de ce Parfait. côté. Ben, merci beaucoup. Puis, franchement, ça va être très aidant parce que, tu sais, le fait de le faire faire par vos équipes, des fois, ben, ça peut être un processus qui est long à assimiler et à faire au quotidien, même si on trouve que c'est de premier ordre. Donc, effectivement, c'est d'une certaine façon automatisé par Munia et que l'OCR, là, donc le lecteur intégré, lui qui va le lire est pleinement hébergé au Québec, eh bien alors on gagne tout. Donc, c'est déjà une mesure de sécurité de plus pour protéger les données de notre beau patrimoine numérique auprès des citoyennes et des citoyens. Par la suite, il y a toute la notion de consentement. Ça, c'est vraiment super important. Donc, si jamais vous avez un système d'intelligence artificielle qui est destiné à l'usage du public ou de vos citoyennes puis de vos citoyens, eh bien, vous allez devoir éminemment considérer leur consentement, à savoir s'ils sont en accord ou non de fournir des renseignements personnels dans l'outil d'intelligence artificielle. Je donne un autre exemple, le fameux exemple des robots conversationnels sur les sites web des municipalités pour nous aider à chercher de l'information ou encore pour nous aider à compléter des requêtes, des demandes, des permis ou des choses comme ça. Eh bien, ça doit, dans le fond, dans la politique de la ville de Bromont, ça doit faire l'objet d'un consentement. Donc, les gens doivent pouvoir cliquer si oui ou non sont en accord de pouvoir de fournir leurs renseignements personnels, le cas échéant. Et donc, à ce niveau-là, il y a toute la notion de transparence aussi qui embarque. Si si on dit oui, il y a consentement, alors donc je dois annoncer aussi en amont que la personne est en train d'utiliser un système d'intelligence artificielle ou que la ville s'en sert actuellement pour pouvoir justement informer la personne et être clair auprès des usagers, tant internes qu'externes. Par exemple, une manière pour nous de pouvoir l'afficher, c'est d'avoir le fameux petit œil que vous voyez. Nous, on a repris le haut du cercle de la ville de Bromont et on a incorporé la petite étoile, le logo de l'IA à l'intérieur. Donc, c'est une bonne façon que si jamais, par exemple, vous fournissez de la documentation ou que vous avez un outil d'intelligence artificielle qui est à disposition soit du grand public ou encore de vos équipes internes, eh bien que vous puissiez annoncer déjà à l'aide d'un petit logo cette visibilité-là. D'autres initiatives de la sorte, comme la charte de transparence ou d'autres outils de la sorte, là, mettons à la Ville de Montréal, ils l'ont fait eux autres et franchement, c'est apprécié du grand public. Et puis finalement, ben, vous avez aussi cet enjeu-là de robustesse proportionnelle, dont des mesures technologiques appropriées comme des contrôles d'accès, des chiffrements, des authentifications qui sont plus fortes, nos fameuses authentifications à deux facteurs. Je sais qu'on n'est pas tous fans de ça, mais en attendant, ça nous protège beaucoup plus et c'est très important, notamment dans les systèmes d'intelligence artificielle. Et lorsque vous embarquez, par exemple, sur Munia, qui est l'outil de Carange Solutions, il y a justement aussi ce modèle-là d'authentification et de surveillance en termes de sécurité pour les usagers. Donc, c'est vraiment pratique et c'est conforme aux réglementations actuelles. Voilà. J'ai une question dans le conversé. Je ne la vois pas. Je vais essayer de l'afficher.
À moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse me la lire. Pour la supervision humaine, est-ce que sinon les questions, on peut les prendre à la fin aussi. Oui, OK, parfait. Fait qu'on Peut-être va mieux. peut-être plus la noter. Ouais. Avec grand plaisir, j'y répondrai. Bon, ensuite de ça, là, il y a toute la question de l'IA durable. Est-ce que c'est possible de faire, d'être consciencieux ou d'avoir une conscience environnementale avec l'intelligence artificielle? Là, les réponses partent dans tous les sens. Ce que nous, on a essayé de faire comme premier élément de réponse, c'est de mesurer si c'est possible. Par exemple, à la ville de Bromont, on a pris notre meilleur usager sur le mois d'octobre 2025 sous ChatGPT 4.1. On a calculé qu'il avait fait environ 366 requêtes au niveau textuel dans un modèle de ChatGPT où est-ce qu'on a uniquement le Large Language Model, donc les grands modèles de langage, et c'était uniquement pour de la rédaction de texte. Donc, on a effectué une estimation de son coût énergétique qui donnait 4,5 kWh en termes global d'utilisation mensuelle pour cet usager-là. Et comme vous le savez, on est allé se balader sur le site d'Hydro-Québec pour voir, ben tiens, à quoi correspond 1 kWh et cette estimation de coût énergétique-là avec l'intelligence artificielle. Eh bien, la réponse a été que l'usager aurait fait environ 4 tournées de sécheuse et demie supplémentaires au mois d'octobre. Là, je vous vois rire et je vous dis, ouais, c'est pas si pire. Mais l'enjeu, ça vient que quand on le fait... quand on est plusieurs à le faire et que là, on n'est pas non plus l'enjeu de l'image ou encore de la vidéo qui est annexée à ça, eh bien, on peut dire c'est pas si mal, mais vous le savez, il y a très soif. Donc, à ce niveau-là, à la ville de Bromont, on a aussi proposé dans la politique d'intelligence artificielle la sobriété numérique. On en entend de plus en plus parler. Finalement, on se pose la question, t'en as-tu vraiment de besoin? Ou finalement, c'est comme chaque vendredi, vous le savez, la modération a bien meilleur goût. Donc, voilà, c'est un peu le parallèle qu'on a voulu faire avec la politique de l'intelligence artificielle. Et donc, on cherche actuellement des dispositifs qui nous permettraient d'évaluer notre impact environnemental parce que là, l'évaluation qui a été faite actuellement a été réalisée avec le site Greenly, mais on souhaiterait en tous les cas pouvoir être en capacité de mieux mesurer ces impacts-là et de pouvoir les communiquer aussi à la population pour leur dire, bon, ben nous, on a modéré ou par principe de sobriété numérique, on a calculé qu'on avait eu tel usage, puis sur tant d'années, on serait capable de un peu mesurer ou en tout cas avoir un meilleur contrôle sur notre utilisation. Donc, c'est un peu la recherche qu'on est en train de faire, mais là, ça va être aux collègues à la ville de Bromont de continuer dans ce sens-là, de pouvoir réaliser ces évaluations-là. Donc là, je poursuis un peu avec, en abordant avec vous la notion des outils internes. Et la question qu'on s'est toutes et tous posées, c'est notamment avec Francis Dorion, qui était l'ancien DG de la ville de Bromont, on s'est tous posé cette question-là. Comment est-ce qu'on fait pour faciliter l'intégration de cette nouvelle technologie-là? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a une connaissance à géométrie variable de l'intelligence artificielle. Donc, pour ce faire, on peut continuer d'avancer. On s'est dit, ben, qu'on se doterait de plusieurs outils à l'interne pour pouvoir faciliter en premier lieu l'utilisation et la formation de nos collègues à l'interne. Donc, je vous l'ai dit un peu la réponse en début de en début de visioconférence, c'était le fait d'intégrer directement une plateforme d'intelligence artificielle, puis en même temps, ce que ça permettait, c'était de pas perdre des données ou de pas les laisser s'échapper autre part. Donc, on cadenassait d'une certaine façon l'usage à l'intérieur d'un même outil et on était en capacité de mieux contrôler justement ces enjeux-là. Je ne dis pas qu'on est capable de voir qu'est-ce que chaque usager fait, mais ce que je suis en capacité de faire, par exemple, c'est de m'assurer que on est dans un environnement qui est sécuritaire et qui respecte les normes les normes qui sont en place au niveau de la sécurité de l'information. J'ai vu qu'il y avait une main qui était levée. Je vais prendre les questions à la fin et n'hésitez pas à le noter sur une feuille de papier. C'est sûr et certain qu'on va avoir du temps pour en discuter. Donc, par la suite, on a eu aussi la notion aussi du processus d'approbation. Tout nouvel outil d'IA externe
pour nous, devait passer par un processus d'approbation qui était rigoureux pour garantir sa sécurité et sa conformité. Et c'est une procédure à l'interne qu'on a nommée la Arrivia. Donc, c'est une procédure qui permettait justement de voir arriver des nouveaux outils technologiques ou des nouveaux systèmes et de pouvoir étudier notamment la question de où est-ce que chemine, par exemple, le cycle de vie de la donnée ou comment chemine la donnée citoyenne à l'intérieur de l'outil. Donc, la Arrivia cadenassait d'une certaine façon cet enjeu de sécurité-là. Et évidemment, la priorité au niveau de la sécurité, c'était aussi de se dire, bon, ben, on doit avoir une politique qui doit pouvoir aussi guider, orienter les usages à l'interne et autant à l'externe aussi avec les citoyennes et les citoyens sur un sens pédagogique et non pas un sens répressif. Donc, je vous recommande chaudement la voie pédagogique et non pas nécessairement la voie répressive. Il y a déjà des procédures qui peuvent exister, par exemple la procédure OPSIA à la ville de Bromont qui nous permet de traiter une brèche de sécurité de l'information ou encore si un renseignement personnel venait à se faufiler dans l'intelligence artificielle et à être encodé par erreur. Ça arrive. Eh bien, on a une façon d'aller le traiter et d'aller informer l'ensemble des parties prenantes et de pas nécessairement de pouvoir mettre un arrêt et de pouvoir traiter cet enjeu-là pour s'assurer que ça se reproduise plus par la suite et qu'on ait les bons cheminements décisionnels pour pouvoir s'assurer que l'expérience ne se reproduise plus. On a eu aussi différentes capsules de formation à travers tout ça. Bref, ça a été assez complet. Je vais faire un arrêt peut-être sur la portée légale en vous disant qu'une autre innovation qu'on a faite à la ville de Bromont, étant donné l'absence de grands cadres légaux, c'était de faire un mix de plusieurs lois ou textes réglementaires au Québec pour finalement asseoir notre politique d'intelligence artificielle. On a notamment évoqué dans notre politique la Charte des droits et libertés de la personne. Ça vient toucher les notions de consentement et de transparence. On évoque aussi l'arrêté ministériel de décembre 2025 aussi, le décret qui s'en est suivi. On a eu aussi l'énoncé de principe publié à la même date pour l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Je rappelle que quand on dit utilisation responsable de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un mot galvaudé. Il veut vraiment dire quelque chose. Et vous retrouvez l'entièreté des définitions de responsabilité à l'intérieur même de cet énoncé de principe-là. Allez le lire, ça vaut vraiment la peine. On a aussi pour tout l'aspect sécurité, protection des renseignements personnels, loi 25, etc. On a aussi eu recours aux encadrements sur la loi sur l'accès aux documents et organismes publics, la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, la loi sur la modernisation des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, dit loi 25, et on a même été jusqu'à la loi sur les archives du Québec parce que vous savez que des requêtes, ça s'archive aussi et on voulait un peu traiter aussi cet archivage-là d'une certaine façon puis voir qu'est-ce qui était conservé, qu'est-ce qui ne l'était pas et qu'est-ce qui était autorisé à être conservé et qu'est-ce qui ne l'était pas. Donc, on a déjà aussi un petit peu abordé cette question-là. Sachez aussi que la BANQ est en train de faire des travaux sur ce sujet-là aussi actuellement. Voilà, c'est un peu notre mix de portée légale qu'on s'est servi et c'est la raison pour laquelle vous allez devoir certainement solliciter votre service du greffe qui va pouvoir vraiment bien vous accompagner à ce niveau-là. Puis, je ne sais pas si Maître Terrien est présente dans la rencontre aujourd'hui, mais je souhaite vraiment la remercier à ce niveau-là, tout autant que Martin, qui a été une vraie force au niveau technique aussi pour les formations. Gouvernance transversale. Alors là, c'est un autre point sur lequel la ville de Bromont a été force de proposition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est assis puis on s'est dit, ça concerne qui? L'intelligence artificielle. Ben, réponse, ça concerne tout le monde. Et comment est-ce qu'on fait pour faire avancer cette technologie-là dans un contexte de manque de ressources? La réponse, elle est simple. C'est en formant ce qu'on a appelé le comitia. Donc là, on avait la Arrivia, la OPSIA. Ben là, on a la comitia. Donc, on a formé un comité
et le plus important dans ce comité-là, je vous le dis tout le monde, c'est d'avoir des personnes qui sont décisionnaires à l'intérieur pour pas que on soit obligé de faire toute la suite, tu sais, comme du chemin administratif pour pouvoir valider certaines orientations, surtout quand on a une technologie qui s'implante lentement mais sûrement. Et comme ça concerne tout le monde et que tout le monde peut avoir recours à un système d'intelligence artificielle, eh bien, on s'est dit, on va prendre un représentant décisionnaire de chaque service de la ville pour pouvoir discuter de ces questions-là. Et on a atterri récemment la planification stratégique sur 3 ans de ce déploiement d'intelligence artificielle-là à la ville de Bromont. Et ce sont l'ensemble de ces personnes-là qui la font vivre. Mais évidemment, c'est sûr et certain qu'on n'a pas pu créer ce comité IA-là a été force de proposition et a bonifié la politique sur la politique publique sur l'IA responsable de la ville de Bromont. Mais encore, je tiens à remercier Maître Terrien, M. Racicot, l'Union des municipalités du Québec, ainsi que 40 Solutions d'avoir été des phares au niveau de la rédaction de la politique. Donc, grosso modo, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que la gouvernance en transversalité vous permet d'avoir un peu l'image du terrain des uns et des autres pour pouvoir mettre en place cet outil-là d'IA et surtout créer une bonne politique qui puisse être encadrer l'ensemble des usages auprès de l'ensemble de vos services. Et on a aussi déterminé dans cette politique-là une nouvelle responsabilité qui s'appelait le référent IA. Dans d'autres organisations, ce référent IA-là va être aussi traité comme le champion de l'IA. Et l'ensemble des textes actuellement vous disent au niveau de la littérature que si vous n'avez pas ce champion de l'IA-là, qui est complètement ou presque dédié à l'intégration de l'intelligence artificielle dans vos organisations ou en tous les cas portionné sur d'autres projets d'innovation, eh bien, c'est sûr et certain que votre projet d'intelligence artificielle va être un peu voué à prendre plus de temps que peut-être l'aurait pris d'autres municipalités. Donc, c'est une personne. Donc, quand je vous parlais du contexte de manque de ressources, eh bien, on a combiné les avis de tout le monde dans un comité qui se réunissait une fois par mois et on est allé attribuer une responsabilité de suivi, de coordination et de prise de décision auprès du référent IA. Et il y a un partage et une collaboration qui se fait avec le responsable de la protection des renseignements personnels et le comité de AIPRP, évidemment. Et d'ailleurs, un représentant de ce comité-là doit siéger aussi, je vous le recommande, dans un comité qui serait dédié à l'intelligence artificielle. Et comme ça vous permettrait d'avoir une personne qui assurerait la conformité à la loi 25. Je pense que je viens de voir une petite coquille. Et aussi d'assumer et d'encadrer la réalisation des évaluations des facteurs de risque de la vie privée en collaboration avec votre comité pour pouvoir mieux adopter et intégrer les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, voilà. Donc, finalement, grosso modo, une journée courante dans la vie d'un référent IA, c'est oui, effectivement, d'organiser, de planifier ces rencontres en comité-là. C'est aussi de faire la tenue de registres officiels sur les outils, les systèmes d'IA qui existent. On ne parle pas nécessairement d'IA embarquée. L'IA embarquée, là, c'est un peu ce que vous pouvez retrouver, par exemple, sur des dispositifs en arrière-boutique, sur des applications comme Météo Média ou des choses comme ça. Mais ça va être plutôt des nouveaux outils qui peuvent arriver, comme par exemple l'outil Munia, ou ça peut être aussi des nouveaux outils pour, par exemple, vous aider à accélérer les demandes de permis. Bref, ce référent IA-là a souvent une bonne connaissance de l'intelligence artificielle et il est même en capacité de vous donner aussi de la formation et d'agir comme une personne ressource auprès de vos collègues qui, eux, je vous le rappelle, sont toujours en train d'apprendre comment est-ce qu'on fait pour contrôler ce drôle de bébite-là qu'est l'IA. Donc, voilà. Grosso modo, au niveau de l'expérience qu'on a, c'est à la ville de Bromont, on a construit un peu l'avion en plein vol. On s'est dit oui, OK, on va intégrer un outil qui va déjà nous permettre de pas faire en sorte que les requêtes d'intelligence artificielle soient faites un peu sur ChatGPT, un peu sur Gemini, un peu sur DeepSeek, un peu sur Claude, un peu ailleurs. Et on s'est dit, ça va être dans un environnement. Cet environnement-là, il va être québécois. Et d'ailleurs, je vais
insister sur cette notion-là. On en parle beaucoup de la souveraineté numérique. Eh bien, une des façons d'aller se protéger le plus possible est d'effectivement favoriser toute forme d'utilisation de l'intelligence artificielle pour qu'elle soit le plus souveraine possible. Et ça, avec l'outil Munia, vous êtes en capacité de le faire. Donc, on a construit cet avion en plein vol là et on a suivi aussi, on continue à suivre là, les évolutions de l'intelligence artificielle tout le monde est à géométrie variable. L'important, c'est à un moment donné d'apporter cette conversation-là et que ce soit un élément qui soit donc une ressource dédiée qui puisse l'apporter et une ressource qui permet d'être en transversalité. Donc, un conseiller stratégique à la direction générale, par exemple, pourrait être votre meilleure ressource pour pouvoir mener à bien ce type de projet-là. Évidemment, on encourage aussi la rétroaction à la Ville de Bromont. On a eu l'occasion de présenter en conseil municipal la politique publique sur l'intelligence artificielle et si on peut aller un peu plus loin, même on vous recommande chaudement de tester et de dialoguer avec vos citoyennes et vos citoyens et aussi vos usagers à l'interne pour savoir comment ça se passe aussi. Et récemment, à la Ville de Bromont, on avait tenu un sondage et la majorité des personnes ressortaient qu'ils économisaient environ 3 à 4 heures de leur temps sur la semaine. Donc, c'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut économiser en termes d'optimisation de temps. Évidemment, comme la nature a horreur du vide, c'est toujours remplacé par autre chose. Mais ce que je vais vous dire à travers tout ça, c'est que c'est important d'aller sonder et d'aller évaluer quel est l'impact de cette technologie-là et de ne pas attendre trop longtemps pour pouvoir le faire parce que les gens s'expriment aussi à travers ça et vous allez avoir le pouls et le retour tant citoyen que de vos équipes internes à ce niveau-là. Il y a aussi toute la notion de sécurité puis de gestion des risques par notamment les fameuses procédures que je vous ai apportées, la OUPSIA qui gère plus la portion sécurité si jamais il y a une brèche ou il y a un renseignement personnel qui est intégré ou qui est implanté qui est encodé dans l'intelligence artificielle sans nécessairement le désirer de manière involontaire. Et vous avez aussi la Arrivia. Donc, cette fameuse procédure qui permet un peu d'aller évaluer par où passent les données des citoyennes et des citoyens, tout autant que d'aller aussi établir des clauses durables. Donc, de voir quel est le niveau de consommation énergétique de l'outil que vous souhaitez faire entrer à la ville. Donc, c'est très important à ce niveau-là. Donc, j'ai parlé des notions durables. Donc, s'assurer, est-ce que votre politique, elle contienne cette notion de sobriété numérique-là et vous allez avoir une belle réceptivité, j'en suis convaincue, parce que les équipes internes à la Ville de Bromont étaient, en tous les cas, très favorables. À tout le moins, le service du développement durable, la gestion du territoire s'est vu ravi d'avoir cette modalité-là qui était intégrée. Le principe d'inclusion. Je pense que ça, c'est un clou qui doit être vraiment tapé. On avait déjà des enjeux de fracture numérique avec l'usage des ordinateurs et des technologies. Si vous n'avez pas saisi l'occasion de prendre le temps de former vos équipes à ces différentes technologies-là qui allient maintenant de manière automatique les usages d'intelligence artificielle, eh bien, prenez le temps de le faire. Comme ça, vous allez vous éviter de perdre des gens en plein milieu de transformation et de gestion du changement. Et d'ailleurs, votre référent IA doit être aussi un spécialiste et un référent de gestion du changement pour qu'il puisse s'assurer de bien suivre et d'avoir cette forme d'humanité-là nécessaire pour pouvoir être le plus inclusif possible dans ses explications et aussi à la fois dans sa formation qu'il peut donner à l'interne. Et puis, vraiment, encore une fois, je tiens à remercier l'ancien conseil municipal de la ville de Bromont qui a été vraiment très novateur à l'époque de dédier une ressource pour l'intelligence artificielle. Et je remercie aussi le nouveau conseil en place d'avoir eu aussi l'audace d'adopter cette première politique publique d'IA-là. En tous les cas, c'est une première pierre qui est posée à l'édifice et qui nous permet d'avoir un premier élément d'encadrement ou un premier outil d'encadrement pour réfléchir comment on peut optimiser les services municipaux
par l'intelligence artificielle. Et j'en terminerai avec ça pour laisser place à vos questions, pour dire un grand merci à l'ex-directrice générale adjointe de la ville de Bromont, Madame Christine Chartier, d'avoir eu elle aussi l'audace de suivre toute cette aventure-là. Maître terrien, une fois de plus, Martin Racicot, OTI. Merci à Anthony, à Youssef, puis à Simon, à l'UMQ, puis aux membres du comité IA de la ville de Bromont. J'ai un dernier point à vous dire, gang. C'est sûr et certain que si vous démarrez ce projet-là, c'est un projet de famille. Vous pouvez pas le faire tout seul dans votre coin puis ni en silo. C'est un projet qui s'apprend de la transversalité. C'est un projet où est-ce que vous allez devoir avoir des enjeux de mobilisation. Donc, allez-y en prévoyant tout ça, parce que tout le monde en parle de l'intelligence artificielle et on voudrait pas laisser personne à l'extérieur de ce beau sujet-là. D'un coup, qu'il y en aurait un qui aurait vraiment une bonne idée qui ferait encore plus avancer ces outils-là. Bref, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous souhaitez télécharger la présente présentation, vous pouvez le faire via le QR code qui s'affiche à l'écran. Je rappelle que effectivement, je suis la présidente directrice générale de Publicaille qui vise à démocratiser l'intelligence artificielle par la participation publique à l'intérieur des institutions publiques et des OSBL. Donc, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. L'adresse courriel ci-bas est disponible. Voilà, je suis prête à prendre vos questions. Il nous reste un bon 17 minutes. C'est déjà pas si mal. Bon, merci beaucoup, Audrey. Bon, je pense qu'on peut y aller avec... il y a une personne qui a une main levée. Ville de Mont-Tremblant. Bonjour, ben là, j'ai plusieurs questions. J'en avais noté une dans la conversation, mais je vais en donner une autre parce que là, une idée en amène une autre. Moi, j'ai des questions par rapport aux syndicats parce que, on sait, l'IA va remplacer plusieurs corps de métier éventuellement, puis donne accès à des compétences que peut-être d'autres employés n'auraient pas. Donc, comment vous l'avez géré par rapport aux conventions collectives? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé dans votre politique ou vous l'avez travaillé différemment ou vous ne l'avez pas encore abordé? Ça ressemble à quoi en ce moment? Oui. C'est une excellente question. Merci pour la question. Votre prénom à vous, c'est? Claudia, je suis désolée, j'ai le compte de la ville, mais... Pas de souci. Merci, Claudia de Mont-Tremblant. Claudia, on l'a traité directement dans les grands principes en disant que l'intelligence artificielle n'était pas là pour remplacer personne, mais était là justement pour optimiser comment les gens travaillent. C'est comment est-ce que je suis capable, avec l'intelligence artificielle, d'aller optimiser le travail que je fais actuellement pour pouvoir finalement accélérer la vitesse de productivité. Et c'est en ce sens où est-ce que tout l'enjeu de l'inclusion puis tout l'enjeu de formation devient super importante. Ma recommandation pour vous, c'est que si c'était pas dans le début de la conversation, parce que nous, on a mené ça en disant non, ce n'est pas le grand remplacement. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que selon les derniers chiffres publiés par le MNP, il se crée plus d'emplois qu'il s'en perd via l'intelligence artificielle actuellement. Et c'est vraiment une question, de valeur ajoutée. Donc, ce qu'on veut expliquer, c'est que l'IA est un collègue supplémentaire qui arrive et qui se met à disposition de vos collègues. C'est vraiment ça. De toute façon, avec le principe de supervision humaine aussi, c'est sûr et certain qu'on va encore avoir besoin de notre monde. Donc, surtout si vous êtes en processus d'adoption puis d'appropriation de cet outil-là. Donc, il y a 3 réponses à votre question. C'est 1, incluez-les dans la conversation. C'est sûr et certain en amont plutôt que tard. La deuxième des choses, c'est comme prévoyez aussi de faire un espèce de sondage puis d'avoir le pouls aussi des équipes à ce niveau-là. Mettez de l'avant le principe de supervision humaine d'abord et que c'est un outil de la décision et qui amène justement, plutôt que d'enlever du travail, il va soulager ce qui est un peu le travail de Stakhanovich, si je peux me permettre, un peu comme ça, dit comme ça, et qui va pouvoir faire en sorte qu'il y a un employé avec sa belle expertise. Mettons, je vous donne un exemple, là, un conseiller en communication qui fait rédiger son communiqué de presse par l'outil d'intelligence artificielle. Il doit déjà avoir l'expertise pour pouvoir dire c'est quoi qu'il y a dans un communiqué de presse, qu'est-ce qui devrait être dit, qu'est-ce qui devrait pas être dit. Il va devoir le réviser aussi. Donc, le fait de le rédiger, de réaliser cette requête-là, ça prend une expertise. Donc, on n'est vraiment pas dans le grand remplacement à ce niveau-là. Fait que ça serait mes réponses, puis évidemment, le processus de formation
de premier ordre. Ouais. Merci. Et par rapport aux rémunérations, tu sais, mettons, tu dis justement, tu sais, chaque classe est associée à une expertise qu'on a engagée avec une échelle salariale est-ce que ça pourrait avoir un impact par rapport à ça? Si, mettons, je te dis, ben moi, je t'ai engagé en secrétaire parce que tu t'attends 12 minutes, mais l'IA peut me le faire en 3 secondes. Tu comprends ce que je veux dire pour des postes un peu plus, j'aime pas le mot remplaçable, mais Ouais. n'importe qui maintenant peut faire une note de service, n'importe qui peut corriger son texte. Il est là un peu l'écart qui s'en vient avec, j'ai l'impression, les syndicats qui. Ben, déjà, il faut pas comment je pourrais dire, j'ai peut-être moins la réponse au niveau ressources humaines sur ce côté-là. Néanmoins, ce que je peux peut-être guider ou orienter, c'est de reconnaître l'expertise. Reconnaître l'expertise, c'est aussi dire, par exemple, à la secrétaire, j'avais une collègue extraordinaire à la direction générale du nom de Marianne Dion qui était très à l'aise sur ces outils-là et ça lui permettait de vraiment gagner énormément de temps. Donc, on était moins, tu sais, dans la question, la notion de remplacement, mais plutôt de comment je vais faire pour soulager les équipes qui débordent. On est en contexte de manque de ressources. Donc, là, je viens aider à l'aide d'une technologie à justement soulager les collègues qui sont surchargés d'une certaine façon. Et il faut le reconnaître. Et une manière de le reconnaître, c'est justement de leur mettre à disposition cet outil-là pour pouvoir les aider au quotidien. Après, pour la notion de plus RH, il faudrait qu'on attende d'avoir plus de développement puis plus de cadres. Je n'ai pas eu cet enjeu-là nécessairement à la ville de Bromont. Je n'y suis plus actuellement, mais le reconnaître, ça va être déjà un bon sujet. Puis de discuter avec vos syndicats aussi, c'est déjà une bonne recommandation à pouvoir faire et d'accueillir aussi les appréhensions, mais aussi d'aller pouvoir les nourrir puis pouvoir discuter sur ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Bref, avec des grands principes et avec l'énoncé des grands principes aussi qui a été fourni par le MCN, c'est déjà un bon départ pour répondre à cette question-là. Merci. Merci. Super. On avait une autre question de Kathleen. Est-ce que les utilisateurs partagent du protégé C dans Minia, par exemple, info hautement stratégique qui serait présenté en comité élu séance préparatoire? Ouais. Effectivement, ce n'est pas nécessairement quelque chose que l'on veut et l'on souhaite voir aller sur l'intelligence artificielle. En ce sens, le principe de dépersonnalisation et de respect de la confidentialité embarque. Fait que c'est la même chose un peu que si, par exemple, vous revenez d'un comité de planification stratégique, vous irez pas nécessairement mettre le document, en tous les cas, nous, notre politique, elle l'interdit, vous irez pas mettre le document directement dans l'intelligence artificielle. Vous allez peut-être pouvoir lui poser certaines questions tout en dépersonnalisant votre documentation, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est encouragé. Pour nous, en tous les cas, dans la politique, c'est interdit. Parfait. Ah, Catherine, justement. Oui, ben en fait, est-ce que je peux poser une autre question par rapport à ça? Oui, bien sûr. Super, merci. Ben, c'est surtout aussi avec l'utilisation là, des élus. Tu sais, eux, c'est sûr qu'ils voient un grand avantage parce qu'ils pourraient mettre l'information puis avoir des résumés. Donc, est-ce que je comprends que vous, à ce niveau-là, c'est pas quelque chose qui est encouragé, permis à Bromont? Non, c'est pas quelque chose qui est permis nécessairement, mais ce qu'on peut faire néanmoins, c'est qu'à la ville de Bromont, et je vais encore saluer la technique et le grand génie technique de Martin, c'est le fait d'avoir réalisé un assistant dédié aux élus municipaux. C'est sûr et certain que cet assistant-là va pouvoir allier différentes choses. Tu sais, la planification, par exemple, votre planification stratégique de ville, elle est publique. Donc, déjà là, vous pourriez implémenter dans la création d'un assistant d'intelligence artificielle dédié aux élus municipaux lui encoder déjà la planification stratégique. Et l'élu pourrait poser à un certain moment, est-ce que l'orientation, par exemple, qu'on souhaiterait prendre sur le développement durable à la ville est en adéquation avec la planification stratégique? Vous pourriez le relier aussi avec des tableaux de bord ou des choses comme ça aussi, ça serait super intéressant. Ça vous prend des Martins de ce monde, là, c'est sûr, pour réaliser ça, mais, ou encore des Simons, ou, tu sais,
pour vrai, ça serait d'y aller de cette façon-là. Fait que c'est d'avoir suffisamment de finesse puis la protection des renseignements confidentiels ou des notions, tu sais, de discussion stratégique, ça peut se faire. Après, si vous pourriez demander aussi le consentement. Si tout le monde est en accord, puis que tu sais, il semble pas y avoir de problème à ce niveau-là, Munia cadenasse quand même la diffusion de l'information. Donc, c'est sûr et certain que ça ne sera pas repris pour entraîner, que cette information-là ne sera pas reprise pour entraîner une autre IA pour une autre municipalité. Ça, on avait été super clair à ce niveau-là au début avec Munia pour les questions d'entraînement, parce que des fois, il y a des IA qui prennent des exemples d'ailleurs pour s'entraîner, puis là, hop, là, il y a une information qui se transige, mais c'est pas le cas avec Munia. Est-ce que c'est pas pire clair? Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vais prendre la balle au rebond pour ça parce que justement, je trouve que c'est un bon lien qu'on peut faire avec la petite démo d'anonymisation. Le mot facile à dire. Donc, bref, comme Audrey avait dit, ce qui arrive, c'est que ce qu'on appelle l'inférence, donc autrement dit, quand l'intelligence artificielle prend le texte pour générer une réponse, ça, c'est majoritairement fait aux États-Unis. La raison est que nos data centers ici, nos centres de données ne sont pas équipés des cartes graphiques nécessaires pour faire ce travail-là. Donc, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, une carte graphique récente coûte environ 50 000 canadiens. Puis, oui, puis, je sais pas les visages. Puis là, on se dit, ah bon, ben, avec 50 000 on peut faire quelque chose. Non, on peut absolument rien faire. Ça en prend une dizaine pour faire tourner un modèle qui est à peu près la moitié de ce que d'un modèle normal GPT. Donc, on parle ici d'à peu près, grosso modo, quasiment $1 million juste pour faire tourner un modèle comme ChatGPT, puis les autres le font tourner des centaines et des centaines de fois. Donc, bref, c'est pour ça que la majorité des choses, l'inférence se fait en dehors du Canada. Ceci dit, dans notre cas à nous, on a une politique, on a une entente de zéro rétention, donc on fait juste envoyer le texte aux États-Unis dans les centres de données pour que le texte soit traité et nous retourner la réponse. Donc, eux autres ne gardent aucune donnée de leur côté. Toutefois, on comprend que ça peut devenir certaines fois un enjeu pour les gens. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, on va mettre bientôt à disposition le petit outil que je vais vous montrer. Ici, ça, c'est notre environnement de test à nous. Donc, comme vous pouvez voir, moi, je peux le refaire en live. J'ai donné un document ici. Si je vous montre le document ici, c'est celui-là. C'est un CV. Bourré d'informations qu'on ne mettrait jamais sur un CV, genre notre numéro d'assurance sociale ou notre numéro de passeport. Mais bon, c'était à des fins de test. Donc, ce CV-là est bourré d'informations personnelles. Puis moi, ce que j'ai dit à Munia, j'ai envoyé. Ici, on peut voir, on a notre petit signe incognito pour nous dire que ça a été anonymisé. J'ai juste dit à ChatGPT, donne-moi le contenu textuel de ce document. Donc, comme on peut voir, la personne, elle a été masquée, son organisation, où est-ce qu'elle habite, tout ça, ça a tout été masqué, donc remplacé par juste par quelque chose qui est très, très, très générique. Puis, je pourrais continuer à poser des questions à ChatGPT sur ce CV-là parce que il serait capable de me répondre sur les compétences de la personne parce que ça, c'est pas masqué. Toutefois, sa nationalité, elle est masquée. Son nom est masqué. Son endroit où elle habite, c'est masqué. Donc, il n'y a aucune information personnelle qui est montrée à l'intelligence artificielle. De la même façon, je pourrais lui donner 3 CV différents puis lui dire, « Hey, réponds-moi, qui serait le plus compétent pour dans tel domaine, pour le poste que j'ai à combler. » Donc, on serait capable d'avoir un petit peu un feedback de l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Donc là, ça, c'est vraiment la version la plus anonymisée possible. Je peux refaire le même exercice. Donc, je vais refaire ça ici. Je vais, en tant que texte, je vais remettre ça. Je vais juste m'assurer que mes paramètres sont bien. Donc, ici, vous allez voir dans l'anonymisation des petits paramètres qui vont apparaître aussi. Puis, l'anonymiser, puis activer la réidentification. Donc, autrement dit, là, c'est un peu agaçant quand je fais ma conversation, puis tout est masqué parce que même moi, je ne sais plus de quoi qu'on parle. Donc, nous, on offre le service de réidentification. Donc, très temporairement, le temps que la réponse soit générée, nous, on va garder en mémoire, Munia va garder en mémoire
personne 1, c'est qui? Location 1, c'est qui? Etc., etc., pour être capable de réidentifier le texte. Donc là, si je dis « Donne-moi le contenu du document », juste comme ça, vous allez voir qu'il va quand même générer sa réponse. Tout va être caché, puis à un moment donné, toute l'information va réapparaître. Donc, on va juste regarder, c'est juste le temps qui nous donne tout ça. Vous allez voir que éventuellement, tout ça ici, et voilà, c'est revenu. Donc, autrement dit, le temps que ça part aux États-Unis, tout est caché. Il n'y a absolument rien qui se rend. Ben, absolument rien. On est encore en train d'améliorer notre processus pour être sûr qu'on identifie tout. C'est un work in progress, on va dire ça comme ça. Mais au moins, ça nous donne un petit safety net, donc un petit filet de secours au cas où que l'information serait entrée dans la plateforme. Donc ça va être à venir dans, je dirais peut-être d'ici un mois, ça devrait apparaître sur la plateforme. C'est vraiment un bon avancé, puis ça permet justement, tu sais, comme je le disais un peu plus tôt, tu sais, d'éviter, tu sais, de le faire à la mitaine, comme on dit. Donc, c'est très avantageux à ce niveau-là. Je vois que l'heure est presque terminée. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Oui. Oui, moi, j'ai toujours des questions. Je me sens enceinte, mais je vais me limiter là, parce que le temps file aussi. J'avais une question parce que dans le cadre de gouvernance que vous aviez nommé tantôt, j'ai 2 volets à ça. Il y en a une que j'avais marqué dans le chat là, pour la supervision humaine. Est-ce que c'est seulement pour l'utilisation interne? Parce que nous, par exemple, on a un robot conversationnel, puis c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas valider avant la diffusion et la réponse, évidemment. Là. Donc, j'imagine que vous avez une clause particulière pour les robots conversationnels, que c'est pas possible. C'est sûr que là, nous, on est sur le principe. La politique publique discute de grands principes. Donc, j'ai moins d'expérience sur le plan opérationnel. Néanmoins, l'endroit où est-ce que ça va venir intervenir, c'est par exemple sur un robot conversationnel, on serait plus sur les principes de transparence et de consentement quand on est dirigé vers le public. Donc, transparence pour dire, attention, vous utilisez un outil. Et ensuite de ça, deuxième des choses, c'est êtes-vous en accord d'utiliser cet outil-là et de transmettre vos informations? Parfait. C'est ça qu'on a fait, puis on dit aussi qu'il y a des risques d'erreur pour nous protéger. Mais je voulais savoir si c'était mentionné dans la politique. Puis l'autre chose, parce que vous dites que tout doit être validé par un humain, ce qui est formidable, mais est-ce que vous tenez un registre ou est-ce que vous devez nommer quand quelque chose a été produit? Par exemple, je fais un résumé avec l'intelligence artificielle. Est-ce que l'employé doit le nommer ou avez-vous un traçage de ce qui a été produit par l'intelligence artificielle? Oui, on va pas. Il est important de déterminer avec vos équipes à quel moment vous allez utiliser ce logo-là. Et ça, en ce sens-là, votre équipe des communications peut être un véritable phare, peut vraiment vous aider à ce niveau-là. Nous, c'est sûr et certain qu'on ne déclare pas à chaque fois qu'on utilise l'intelligence artificielle. Tu sais, si on s'aide à prendre une décision ou on fait un résumé, on n'ira pas vers quelque chose comme ça. Mais si ça engage les données, les renseignements personnels, ce genre de questionnement-là ou de notion-là, là, on va aller le mettre. Puis pour s'assurer que les personnes soient pleinement conscientes de qu'est-ce qui est utilisé puis qu'est-ce qui n'est pas. Donc, aussi des risques d'erreur possibles malgré la... Oui, absolument. Oui. Pour se protéger. Est-ce que vous l'avez mentionné dans la politique? Je serais vraiment curieuse de l'avoir en main. Alors, allez lire la politique de l'IA sur le site web de la ville de Bromont. Vous allez le voir que on parle d'hallucination. On en parle dans la définition. C'est sûr et certain que, tu sais, au niveau on reste quand même assez à haut niveau parce qu'une politique publique, tu sais, ça peut pas être nécessairement, tu sais, comme rentrer trop loin comme une directive ou quelque chose comme ça. Ça serait probablement la prochaine étape qu'aurait à faire la ville de Bromont en ce sens. Mais certainement que vous pouvez avoir la notion d'hallucination ou d'erreur qui peut apparaître. Tu sais, le meilleur exemple que je faisais récemment, c'était quand je demandais à l'intelligence artificielle qui est la mairesse de la ville de Montréal et qu'elle me répondait encore Valérie Plante. Donc, c'est un vrai enjeu. Donc, à chaque fois, tu sais,
Munia tient à jour énormément tous ces outils d'IA, mais il y a des mises à jour qui sont faites et ces mises à jour-là sont faites à un instant T. Et cet instant T-là, ben, ça se pouvait encore que c'était Valérie Plante, la mairesse de la ville de Montréal, et que c'était pas Soraya. Donc, voilà. C'est ce que je veux vous dire. Donc, toujours d'avoir ce petit côté-là, cette lumière-là. C'est pour ça que je dis souvent aux villes, c'est super important de former vos équipes et qu'ils sachent ces petits in-là derrière l'outil. Moi, c'est quelque chose que je fais avec Publica et c'est sûr et certain. Là, j'ai des sessions d'été pour qui s'en viennent, mais voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant à ce niveau-là. Mais la formation devient un incontournable, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vois qu'on a dépassé de 2 minutes, 3 minutes. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde d'être venu, puis merci beaucoup à Audrey pour la présentation. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Audrey, vous pouvez communiquer avec moi, avec Youssef ou même Anthony. On va se faire un plaisir de vous répondre. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ben, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont pris leur temps aujourd'hui. Tu sais, le temps municipal, c'est un temps qui vaut cher. Vous avez fait le bon choix de prendre ce temps-là, puis donnez-le à vos équipes aussi. Vous allez voir, ça va être super utile. Fait que, ben, salut la gang du municipal. Vous êtes des gens extraordinaires. Lâchez pas votre bon travail.